Geoffroy Vara, le directeur général adjoint média de Twi TV et Watt FM est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons de 3 sujets. Quand le ministère prône la décence et la valorisation des tenues traditionnelles dans les médias, est notre premier sujet, le rapport de l'ONACER sur les accidents en octobre 2025, second sujet. Et enfin, nous parlerons du Cameroun où on s'intéressera à la situation post-électorale. Bonjour et bienvenue à vous, Geoffroy Vara. Bonjour Serge Kaboré, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. Alors, pour commencer avec le premier sujet, vous avez pris connaissance justement de ce communiqué du ministère en charge de la communication. Quelle lecture faites-vous de cet appel du ministère sur la décence vestimentaire dans les médias? D'accord. On a tous lu le communiqué. Maintenant, je pense qu'il y a derrière plusieurs sentiments qui peuvent être pour moi aussi légitimes ou logiques. Parce que derrière, il y a à la fois un constat, il y a à la fois un rappel, et il y a aussi, on va dire, ce qui peut paraître comme étant aussi des propositions qui sont faites. Et quand on regarde au fond, il y en a aussi qui ont la perception de ce que on mette le doigt peut-être sur un élément, pas forcément de la façon dont ils auraient voulu. Mais je crois que quand on y regarde de façon assez froide, il y a un élément d'introspection aussi que nous devons faire, nous qui sommes les professionnels de ce métier-là. C'est vrai que on est souvent à mettre la lumière sur les autres, à jeter le regard là-dessus, à analyser, à critiquer, à permettre que tout soit disséqué. Mais quand c'est nous, souvent on est un peu, on va dire, dans la posture pas forcément confortable. Et surtout que cette fois-ci, il y a un élément de langage qui est clair. Quand on lit le communiqué, il y a la question de la négligence. C'est le terme qui est employé dans le communiqué pour ne pas le trahir. Il est très clair, ce communiqué-là. Il y a le fait qu'il y a la réalité de ce que on est dans un contexte où il y a la promotion du Made in Burkina, du consommation local, et c'est d'ailleurs même le premier paragraphe. Donc évidemment, nous ne sommes pas en dehors de tout cela, mais il y a un constat qui nous est rappelé. Il a en effet été constaté avec regret une négligence vestimentaire de la part de certains professionnels des médias lors d'événements à caractère officiel. Peut-être que c'est l'élément qui peut-être que certains, je ne sais pas, mais je dis encore, est-ce que c'est faux? Pour moi, c'est la bonne question qu'on doit se poser. Aujourd'hui, quand on pose le problème, beaucoup se disent, bon, peut-être que c'est nous, on parle directement ou quoi. Il y a plus de 250, quand on prend seulement les médias en ligne, il y a plus de 250. Quand vous prenez les médias traditionnels, encore on en a à la peine, prenez les radios, les télévisions, les presse écrites et autres. Vous en avez tellement. Et tout ça, c'est autant de journalistes que vous voyez très souvent sur le terrain. Et quand on parle de rendez-vous officiel, c'est là où tout le monde veut être pour pouvoir être au cœur de l'information et le partager avec ses téléspectateurs, ses lecteurs, ses auditeurs et ses followers, ses abonnés. C'est ça la réalité. Mais dans tout cela, c'est difficile que tout le monde soit forcément l'exemple. Donc, quand il y a des éléments qui reviennent, je pense qu'on doit accepter quelquefois aussi certains constats lorsque nous-mêmes reconnaissons que quelquefois il y a matière à faire la critique. Nous allons aussi sur le terrain, nous sommes aujourd'hui à diriger des médias. Quelquefois nous nous retrouvons à certaines cérémonies et quelquefois nous-mêmes nous interpellons certains des petits frères que nous avons sur le terrain, sur la question. Donc c'est un élément. Maintenant, quand le doigt est mis comme ça là-dessus, c'est vrai que ça dérange un peu. Mais en même temps, regardez pour moi le contenu du message. Il est d'abord adressé à qui? Pas aux journalistes. Il est adressé aux médias. Parce que c'est eux qui sont d'abord les responsables de ces journalistes-là. C'est ceux qui dirigent ces médias-là.
qui doivent veiller, c'est à eux qu'on enjoint de veiller et d'être un peu plus regardants sur cet aspect-là concernant leurs travailleurs. Et d'autant plus que il s'agit de rendez-vous très clairs, c'est le rendez-vous des cérémonies officielles. Je pense que c'est très balisé. Parce que le journaliste, c'est celui qui s'intéresse au sujet de façon transversale. Lorsque vous partez sur un terrain je sais pas moi, un pic, ou bien vous faites un reportage sur des questions d'insalubrité ou quoi que ce soit, je ne pense pas que vous alliez en paire de souliers ou quoi que ce soit. Vous vous adaptez au contexte dans lequel vous allez aller faire le tournage. Lorsque vous partez couvrir une manifestation, on vous enjoint, même depuis la rédaction, à soyez vraiment dans des vêtements qui vous permettent d'être mobile et tout, parce que dans le coin là, ça va chauffer, ça risque de cailler. Basket, c'est mieux, et tout. Mais si on enjoint, dans ces cas de figure, quand on parle de cérémonies officielles, c'est logique aussi qu'on parle du contexte, comment est-ce que ces personnes-là doivent être mises. Je pense que ça ne devrait pas être un problème, mais je pense que ce qui dérange, c'est qu'on met le doigt peut-être sur une vérité que nous-mêmes nous avons peut-être constatée. Mais est-ce que la réalité était aussi criarde au point de nécessiter une telle sortie de l'autorité à travers un communiqué, et quand on connaît aussi le contexte, et le contexte c'est celui où aujourd'hui en termes de couverture médiatique d'une activité officielle, il n'y a pas que les professionnels des médias, là c'est une réalité aujourd'hui, sur la base d'un téléphone, d'un smartphone, aux côtés des journalistes reporters dimanche, vous trouvez des personnes avec leur téléphone qui font du direct et qui se disent journalistes. Et ça arrive dans des cérémonies officielles. Et c'est des personnes qui, pour la plupart du temps, ont les mêmes facilités d'accès comme les journalistes. Est-ce qu'on ne se trompe pas souvent aussi parce que la tenue vestimentaire pour le professionnel des médias, issu d'un bon média, d'une bonne rédaction, il connaît un peu les codes, même s'il y a quand même des brebis galeuses? Là, peut-être que vous allez m'amener à dire que à donner un jugement de valeur sur comment on appelle cela, le constat qui est fait. Bon, je pense que c'est un constat du ministère. Maintenant, comment est-ce que on dissocie pour se dire celui-là les journalistes, mais celui-là ne l'est pas, juste parce que peut-être celui-là tient un téléphone pas. J'ai parlé aujourd'hui des web télé que vous avez. Même nous, médias que nous sommes aujourd'hui, quelquefois, pour la célérité de l'info à donner, il y a le journaliste qui va avec sa caméra, mais il y a le service digital qui va avec aussi un téléphone, qui fait son live. Vous direz que celui-là n'appartient pas à une rédaction ou au même média. Comment est-ce que vous faites la dissociation? Je pense que celui qu'on pense être en couverture de reportage, dans ses postures, on se dit que c'est lui le journaliste. Je pense que c'est à cela que viennent donc les jugements qui sont faits. Maintenant, s'il faut faire les dissociations, ça devient un peu plus compliqué. Mais il y a un constat qui est là, c'est que parmi ceux qu'on voit en train de faire souvent ce travail-là, il y en a pour lesquels, même en tant que professionnel, on n'est pas trop fier de la présentation. Je pense qu'il faut prendre l'interpellation, pour moi, du bon bout. Parce que, pour moi, c'est ce que je dis encore, ceux qui sont interpellés au premier chef, c'est d'abord les médias. Et c'est à eux que c'est adressé. Vous savez, on est en entreprise ici. Il y a un règlement intérieur. Bien sûr. Est-ce qu'en entreprise, on permet à quelqu'un de venir de façon débraillée, de façon négligée? Il y a un code vestimentaire. Même pas un code vestimentaire, il y a une décence minimale qui est demandée lorsqu'on vient en entreprise. Pourquoi? C'est une question de bon vivre et de bon sens. Et quand la personne respecte cela, ce n'est pas lorsqu'elle s'en va vous représenter dehors, parce que c'est ça aussi le journaliste lorsqu'il est sur le terrain, il est l'image aussi de sa maison. Donc si on veille à cela à l'intérieur, je ne pense pas qu'à l'extérieur ça pose problème. Donc je pense que ça, c'est une interpellation aussi à l'endroit de ceux qui dirigent les médias. Je crois que ça, c'est très important. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Maintenant, je dis, il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord la critique sur la question de la négligence. Et ça, je dis encore, c'est un élément à prendre comme ça vient. Parce que nous aussi sur le terrain, on se rend compte de certaines situations. Donc j'ai une interpellation à veiller un peu plus là-dessus et d'être un peu plus regardant. Et je pense que cela concerne évidemment ceux qui gèrent les médias, je le dis encore. Et quand on parle de cérémonie officielle, ce n'est pas la veille, ou mais ce n'est pas le jour qu'on vous dit. Vous êtes prévenu 2-3 jours à l'avance, parce que vous savez qu'il y a un système sécuritaire qui est mis en place. Quelquefois, vous demandez même, est-ce qu'il y a des autorisations particulières, est-ce que. Et puis, vient le jour J. Moi, je suis encore directeur des rédactions. On organise chaque jour
et on travaille chaque jour à fabriquer notre journal. On prend de l'avance à J-. Donc, quand on a ce type de grand rendez-vous, on sait un peu qui on emmène et on sait comment est-ce qu'on prépare la chose. Donc, c'est des éléments qui, pour moi, doivent être pris en compte dans le management qu'on a de ces sollicitations-là, qui ne sont pas les sollicitations, je veux dire, ordinaires. Et je pense que c'est ce à quoi, pour moi, l'interpellation ici sert. Et je trouve que ce soit dommage qu'on trouve quelqu'un qui représente un média et qui soit débraillé ou en tenue négligée lors d'une activité, une cérémonie officielle. Ça ne nous grandit pas. Donc je pense que cette interpellation, pour moi, je la prends ainsi. Et je dis, c'est dans l'organisation à pouvoir tenir compte de ces éléments-là. Et je dis encore, derrière, il y a peut-être l'opportunité qui est donnée de dire que c'est vrai que vous êtes des journalistes et tout, mais on est dans ce Burkina où il y a une dynamique qui est en train d'être lancée. C'est la question du consommation local. Qui, mieux que nous, en termes de vitrine, pourrait incarner ou représenter ces choses-là? Je pense que ça ne devrait pas forcément être la polémique. Et encore que, j'ai senti qu'il y a la lecture de ce que c'est une imposition. Je pense que ce qui est demandé d'abord, c'est d'être habillé décemment. Oui, décemment d'abord. C'est ce qui est demandé. Maintenant, on enjoint de privilégier, et c'est le thème, privilégier les tenues traditionnelles. Comme je pense que c'est une dynamique qui est lancée dans les écoles, nous on dépose tous nos enfants avant de venir, on sait comment ça se passe, dans les administrations, on le voit aujourd'hui. Et quand chacun se dit fier de la dynamique qui est en train d'être faite. Maintenant, derrière, c'est quoi? Ce n'est pas seulement vestimentaire. Il y a quelqu'un qui disait que le style, il est le vêtement de la pensée. Le style est le vêtement de la pensée. C'est très profond. Parce que ce que nous adoptons, la façon dont nous sommes, c'est ce que c'est un peu lié avec la façon dont nous sommes aussi formatés. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une dynamique nouvelle qui est en train d'être insufflée. Et il y a encore le choix. L'essentiel pour vous, c'est au moins d'être habillé décemment. Maintenant, si vous pouvez, lors de ces cérémonies-là, faire la promotion du consommation local, je pense que c'est encore mieux. Et je ne vois pas où est vraiment le problème. Maintenant, c'est comment dire cela, tout le monde l'entendra. Et il est prévenu que celui qui viendra débrailler ou quoi, logiquement, il ne pourra plus faire ce travail. Je pense que ça, c'est un élément qui tombe sous le sens. Toute dernière question sur le sujet. Comment on arrive à concilier professionnalisme, liberté vestimentaire et aussi ce besoin quand même de représenter son média quand on est dans de tels types d'activités, le respect des valeurs culturelles? Là, il y a plusieurs niveaux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand en tant que journaliste, on va sur le terrain, on est aussi l'ambassadeur de son média, même pas aussi, on est l'ambassadeur de son média. Et encore que vous, par exemple, Serge Kaboré, partout où vous verrez, des fois même on vous appellera même pas Serge, on dit True TV, on criera True TV, puis vous vous retournez comme si c'est votre nom, parce que vous en êtes l'ambassadeur. Et pour moi, la valeur aspectuelle est un élément qui compte pour beaucoup. Si on vous identifie comme étant l'ambassadeur du média et que aspectuellement, lorsqu'on vous regarde, il y a un problème, je pense que vous n'êtes ni fier et le média ne peut aucunement être fier de la façon dont vous le représentez. Donc, chaque moment qui sont ceux des mises en avant, je pense que le minimum serait cela. Et si, dans nos habitudes, on a adopté, vous avez une belle tenue, moi j'ai une belle tenue. Si j'ai un rendez-vous officiel, il y a une cérémonie officielle et que je sors ce que j'ai de plus beau parce que je sais que toutes les autorités y sont, je sais que en tout cas mon média sera encore, j'ai l'opportunité de le mettre en avant, je mets tous mes atouts en avant. Je pense que c'est un peu ça. Mais je crois que l'interpellation première, c'est la question de la décence là et la question de la négligence qui est faite comme critique. Pour moi, c'est un élément dont on doit tenir compte et je le dis encore, c'est les médias que nous sommes, surtout ceux qui les dirigent, de veiller à ce que les travailleurs qu'ils ont, lorsqu'ils vont sur le terrain, ils ne puissent pas être objets comment dire cela, de critiques, notamment sur ce chapitre-là. Parce que même avant, c'est pas un élément même qui nous honore. Je pense que ça, c'est un minimum sur lequel on peut s'entendre. Maintenant, pour ceux qui font la polémique de l'imposition, je pense qu'il faut bien relire.
il y a la question de privilégier. Quand on vous dit privilégier, on n'y est pas encore. Et je ne comprends même pas le débat sur la question de l'imposition. Parce qu'on est dans un Burkina, je le dis encore, qui se projette d'une certaine façon, avec une façon de voir. Et je ne pense pas que promouvoir ce qu'on a comme richesse à proposer sur le plan vestimentaire, avec nos tenues, les tissus dont on fait aujourd'hui la promotion. Moi, j'ai fait un excellent reportage sur Abobo du Lasso avec toute la filière. Je suis allé à Filsa, Filature du Sahel, où j'ai vu les machines qui faisaient le fil Faso d'Afani, qui étaient aux arrêts depuis plusieurs mois, où j'ai vu des Burkinabés qui avaient été mis en chômage technique parce qu'on leur a dit, bon, c'est bizarre, les gens ont dit qu'on va porter, ça ne booste pas. Et on a l'impression que ceux qui le portent, c'est des fils importés. Et donc, il y a un combat à mener. Nous, par exemple, moi, en tant que journaliste, quand je faisais ce reportage, c'est aussi ce combat-là que je menais. Parce que je me dis, c'est pas normal qu'on soit dans une dynamique de promotion du consommation local et qu'il n'y ait pas cette répercussion-là de façon intéressante sur les Burkinabés dans leur vie de tous les jours, notamment même les premiers concernés, ceux qui sont dans la filière. Et je me rends compte que ceux qui produisent ce fil-là, ils ont des stocks qui sont des invendus. Je me rends compte que les femmes qui sont des tisseuses, celles qui font de la teinture, elles ont commencé à se chercher d'autres sources de revenus parce que ça ne marche plus. Je me rends compte que sur le terrain, les vendeurs et autres, ils sont obligés, parce qu'il y a beaucoup de véreux qui font de l'importation, à se retrouver dans ces choses-là. Mais quand on dit qu'on met un élément de promotion, je pense que c'est toute cette chaîne de valeur-là qu'on voit derrière. Donc moi, quand je le porte, c'est avec fierté, parce que c'est beau. Et puis, en plus, c'est que je vois les enjeux qu'il y a derrière. Donc, pour moi, ce n'est pas un débat. Je ne vois pas pourquoi faire la fine bouche là-dessus. D'autant plus qu'on parle de cérémonie officielle. Allez ailleurs, on vous dira un dress code. Quand il y a une cérémonie, on vous dira, évidemment, il y a les tuniques ou vos tenues traditionnelles. Et puis, si vous n'y êtes pas, c'est costume, cravate. On vous le dit de façon très claire. Et donc, pour le Burkina, lorsqu'on parle de cérémonies officielles, je pense que c'est un minimum que de demander aux journalistes qui viennent, qui sont aussi à la fois les ambassadeurs de les médias, mais aussi du Burkina, parce que c'est des cérémonies officielles, d'être bien mis. Je pense que ça ne devrait pas susciter... c'est vrai que ça fait mal qu'on ait mis le doigt sur quelque chose. Peut-être que ça nous fait mal. Qui constitue une réalité aussi. Je pense que ça nous fait mal parce que quelque part ça constitue une réalité. Des éléments que nous avons constatés à notre niveau et on a comme l'impression qu'on nous a mis on a mis notre mal, comme on le dit souvent dans le jargon. Non, mais c'est une réalité. Peut-être que c'est bon que ça se passe comme ça et puis ça obligera aussi les médias et ceux qui les dirigent, nous, à être encore plus regardants. Et je dis encore, lorsqu'on parle d'une cérémonie officielle, c'est prévu au moins une semaine en avant. Il y a de quoi se préparer. Il y a de quoi se préparer. Il y a des directeurs de rédaction, il y a des rédacteurs en chef qui organisent au quotidien ces rédactions-là et qui doivent pouvoir prendre toute la mesure avant que l'événement n'arrive. Pour qu'on ait un journaliste qui, lorsqu'il parte, soit celui dont on est fier. Mais ce même journaliste-là, quand vous allez le retrouver, je le dis encore, en train de courir dans les rues de Ouagadougou, en train de faire d'autres reportages, vous ne lui demanderez pas de porter d'autres vêtements, puisqu'on sait le contexte dans lequel il va travailler. Donc, c'est déjà balisé. On parle de cérémonie officielle. Donc, je pense qu'il y a un minimum. Et moi, je l'entends de cette oreille-là. Alors, second sujet, Geoffroy Baha, un mot par rapport justement à la sécurité routière avec l'ONASER qui a évoqué son rapport sur les accidents durant le mois d'octobre 2025. Quand vous regardez au compteur, est-ce que les Burkinabés, est-ce que les usagers de la route ont été plus respectueux du code de la route? Est-ce qu'il y a eu moins d'accidents? Que révèle ce rapport? Bon, ce qu'on dira globalement dans le rapport statistique des accidents de la circulation qui a été enregistré au mois d'octobre, le nombre de blessés est passé de 1395 à 1386, donc on a donc une baisse
du nombre de blessés. Et passant donc de 82 à 69 sur la même période, quand on parle des décès, 82 à 69, donc il y a une baisse. D'abord le nombre de blessés 1395 à 1386, le nombre de décès de 82 à 69 sur la même période. Donc ce sont des chiffres qui traduisent un genre de stabilisation, en tout cas du nombre d'accidents, et une réduction donc du taux de mortalité routière. Mais en même temps, il y a l'ONASER qui invite l'ensemble des usagers de la route à faire plus de vigilance accrue, notamment en matière donc en cette période de fin d'année là, parce qu'on sait que c'est une période qui est vraiment celle de plusieurs événements festifs et tout, et on sait que quand on parle de fête, c'est un peu la joie, adrénaline, et quelquefois on se laisse aller. Mais de façon claire, je pense que les rapports qu'on a mensuellement, quand vous les regardez, ça ne change pas forcément dans le fond. Vous voyez que la concentration des accidents, c'est dans les zones urbaines à circulation forte. Ça, c'est une réalité parce que la densité de la circulation aussi est un facteur. Maintenant, l'un des éléments majeurs, c'est que la plupart des accidents dépendent très souvent de nous. Et il y a la question de la vigilance, la question de la vitesse, il y a beaucoup d'éléments, mais souvent c'est des éléments et des facteurs humains. Et on se rend compte que toujours, la plupart des personnes qui sont concernées par ces accidents-là, c'est des jeunes. On a souvent la frange des moins de 30 ans, donc ça oblige encore à plus d'interpellations. Et encore que, quand on parle le cas des décès ou des blessés graves, il y a la question du casque qui est un élément central pour ceux qui sont donc à deux roues. Et encore que la plupart des accidents sont provoqués justement par ceux qui sont donc à deux roues. Donc, je pense que c'est un élément qui invite à plus de vigilance et puis surtout à se dire que le port du casque est un élément qui est vital. Et on a aujourd'hui dans la dynamique plusieurs actions qui sont menées depuis l'Assemblée nationale en termes de lois qui ont été votées jusqu'au contrôle aujourd'hui sur le terrain, en passant même par les injonctions au niveau même des commerçants lors de la vente des motos et tout. Donc il y a un arsenal qui est en train d'être mis en place. Ce n'est pas pour rien parce que dans tous les cas c'est quoi? On se plaint souvent de nos hôpitaux qui sont bondés, mais si on peut éviter un certain nombre d'éléments pour que les urgences là on y voit beaucoup plus des cas à gérer qui ne sont pas des éléments évitables. Je pense que c'est des économies d'échelle qu'on fait et qui permettent en tout cas de pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Maintenant, si c'est des éléments évitables et qu'à chaque fois on se retrouve encore à avoir des urgences bondées parce que chaque fois, la plupart des interventions c'est des accidents et c'est des gens qui n'ont pas porté les cas, c'est des gens qui étaient sur le téléphone, c'est des gens qui... Il y a un problème. Rendons-nous service. On n'a pas tout. On est partagé dans nos pays, je le dis toujours, entre le prioritaire, le primordial et le nécessaire. Si dans ça, on peut éviter certains problèmes, je pense que c'est mieux. Donc, prudence à toutes et à tous. 5 minutes de temps d'antenne pour aborder ensemble le dernier sujet. Cameroun, tension et incertitude. Après les élections, vers une crise post-électorale, on s'interroge. Quelle est la situation politique du Cameroun en ce moment après justement cette victoire de Paul Biya? Quand on regarde, c'est difficile. Un Paul Biya qui a été investi et lors de son investiture, on a entendu son discours qui est en fait celui, si on pouvait employer l'expression d'une face, qui en a une double. D'abord de dire qu'il est l'homme de l'union, il appelle en tout cas à une solidarité, à un Cameroun uni, mais de l'autre côté, il dit en même temps qu'il ne va pas laisser certaines choses continuer de se faire et que le genre de récréation qu'il a là-bas s'arrêter vite. Alors que il y a un camp en face, Tchouma, qui est crédité d'en gros 35%, mais qui dit que sa victoire lui a été volée et qu'il y a eu une fraude massive. Il y a beaucoup d'éléments aussi, quoi qu'on dise, qu'il met sur la table pour étayer cela. Et il y a beaucoup de Camerounais qui sont de son bord et de son camp et qui n'acceptent pas cette défaite-là, qui disent-ils n'est pas du tout logique et n'est pas vrai. Donc il y a cette réalité. Et en temps, on est à plus de, je pense, 14 mois maintenant du côté du Cameroun. C'est vrai. Et Paul Biya s'est incliné sur la mémoire de ces morts-là, mais en même temps, il a désigné pour lui le coupable. Et pour lui, le coupable, c'est Tchouma qui est en face, Bakary, qui lui
il invoque même la question de la responsabilité, qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas un politicien responsable, qui n'est pas celui-là qui prend la mesure de l'impact et de l'onde de choc que peut avoir certaines postures et certains messages. Mais Chioma, il est clair, il continue de demander à ceux qui sont dans son camp de faire de la résistance. Alors que quand on parle du Cameroun, il y a la réalité historique aussi d'une division, notamment avec un monde anglophone, qui a une volonté séparatiste forte. Et quand on regarde, il y a beaucoup de barrières qui sont faites même aujourd'hui avec des véhicules sur des voies, des grands tronçons qui traversent donc le pays. On craint évidemment qu'il y ait, comment dire cela, une intensification de la crise. Est-ce que c'est ce qui va servir le Cameroun? Mais quoi qu'on dise, il y a un Biya qui pense être en tout cas bien assis, parce qu'on a l'impression qu'avec lui, comme le disent les Camerounais, c'est vraiment jusqu'à la fin, quoi. Et il y tient. Et quand on regarde l'investiture, vous voyez le balai, les personnes invitées, bon, on sent que c'est plié pour eux. En tout cas, c'est plié pour eux. Mais alors qu'il y a une rue quand même camerounaise qui, pour moi, continue de jouer un troisième tour. Maintenant, est-ce qu'ils vont contraindre Biya à aller sur ce terrain-là? Mais Biya a été assez clair, il va leur répondre. Maintenant, comment? Est-ce que ça ne va pas exacerber les tensions qu'on a déjà? Je dis encore, déjà 14 morts, quand on en a encore plus, quelquefois, on en arrive à des situations de non-retour, où tout ce qui est demandé, c'est que celui qui est au pouvoir parte. Est-ce que c'est ce à quoi veulent contraindre les profondeurs de Biya avec Chioma en tête? On est en train de regarder. En une minute, dernière question. Quel est le regard que vous avez par rapport aux organisations sous-régionales, à la communauté internationale, notamment sur les cas de crise post-électorale? À chaque fois qu'il y a une crise après une élection dans un pays, on la sent venir. Mais comment vous expliquez souvent le silence des organisations sous-régionales ou de la communauté qui n'attend que pour féliciter le vainqueur, la plupart du temps le candidat qui était déjà au pouvoir? Ouais, mais quand il y a toujours des formules consacrées, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu, on a recensé un certain nombre d'éléments, mais la tendance générale nous suggère de dire que ça s'est bien passé. Ils ont toujours ces formules-là, mais qui ne tiennent pas compte quelquefois des clivages internes. Et le problème, c'est que qui n'agissent pas, parlant de ces institutions-là, qui n'agissent pas en amont. C'est vrai, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est envoyer souvent un émissaire et tenter certaines médiations. Mais à la réalité, c'est que moi, je me pose la question, lorsqu'on veut faire leur procès, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent, lorsque, même quand on va en union, lorsqu'on va en regroupement, on y va en gardant tous un genre de souveraineté et à se dire que nos affaires internes nous concernent nous d'abord. Et il n'y a pas à venir nous donner des leçons. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc même ces émissaires-là, lorsqu'ils arrivent, c'est ce qui leur est rétorqué. Et après, ils repartent. Et ils ne peuvent que constater des élections qui se font selon le bon vouloir de très souvent celui qui est président sortant candidat. Et quand on regarde, là où ça gênerait, c'est qu'ils aient des observateurs qui, eux, très souvent aussi ne voient pas grand-chose. Parce que quand on observe depuis son hôtel, ou bien lorsqu'on est escorté pour aller observer, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vient observer, si ce n'est que ce que celui qui vous accueille veut que vous voyez. C'est quel type d'observation? Donc, comprenez et suivez mon regard. Donc ça devient très compliqué. Belle conclusion. Merci à vous, Geoffroy Baya. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint média de True TV et WattFM. Merci pour ces clés de lecture que vous nous apportez à tous les vendredis. C'est un plaisir. Également, merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme donc ce 5e numéro du DEJ Matinal Info. En attendant, de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.